Avant de parler de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur du Bismarck, le Bismarck est un navire de guerre très impressionnant. Il est extrêmement dangereux. Nous devons comprendre quelque chose de fondamental sur les nazis. Ils n'ont pas seulement mené la guerre, ils ont orchestré l'une des opérations de pillage les plus systématiques de l'histoire humaine. Dès qu'Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933, ils ont volé à une échelle inimaginable. Ils ont d'abord ciblé les biens juifs, les maisons, les entreprises, les comptes bancaires, les collections d'art. Rien n'était hors limite, et tout a été saisi sous prétexte de loi. Des familles qui avaient passé des générations à bâtir leur richesse ont vu celle-ci disparaître du jour au lendemain. Et ce n'était que le début. Alors que la Wehrmacht déferlait sur l'Europe, le pillage s'est étendu au-delà de tout ce que le monde avait jamais vu. Des musées à Paris, des églises en Pologne, des palais royaux aux Pays-Bas, des propriétés privées en Belgique, en Tchécoslovaquie, en Autriche et en France. Rien n'était sacré, rien n'était en sécurité. Tout a été soumis à ce pillage à grande échelle qui était coordonné au plus haut niveau du Reich. Il y avait des organisations dédiées, des systèmes de catalogage et des réseaux de transport. Pourtant, ce n'était pas suffisant. En 1940, les nazis ont créé une unité de pillage spécialisée appelée Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ou ERR pour faire court. Le ERR était basé à Paris, opérant depuis le célèbre musée Jeux de Paume, et traitait l'art volé comme une chaîne de montage d'usine. Les œuvres saisies auprès de collectionneurs juifs à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas affluaient par milliers. Hermann Göring a personnellement visité le Jeu de Paume plus de 20 fois pendant l'occupation, sélectionnant des pièces pour sa collection privée. À la fin de la guerre, il avait amassé l'une des plus grandes collections d'art de l'histoire, et presque aucune d'entre elles n'avait été acquise légalement. Hitler lui-même construisait le Führermuseum prévu à Linz, destiné à abriter les plus grands trésors artistiques de l'Europe conquise. Le musée n'a jamais été achevé, mais le pillage qu'il a inspiré était dévastateur. Selon le gouvernement des États-Unis, les forces allemandes ont saisi ou contraint à la vente environ un cinquième de tout l'art occidental alors existant. Cela représente environ 250 000 objets culturels, peintures, sculptures, artefacts religieux, manuscrits, rares tapisseries médiévales, meubles antiques, tout cela systématiquement dépouillé de ses propriétaires légitimes et canalisé vers le Reich. Mais l'art n'était qu'une partie de l'histoire. Les nazis avaient une soif d'or d'argent et d'argent liquide, et ils ont tout saisi dans les banques nationales de chaque pays qu'ils occupaient. Les trésors de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Norvège et de la France ont été vidés et expédiés à Berlin. Ils ne se sont pas seulement attaqués aux trésors. Ils ont également pris des bijoux et des objets de valeur aux victimes des camps de concentration et même extrait des plombages dentaires en or des morts. Ils ont commis l'un des crimes les plus grotesques de l'histoire contre les corps des morts, mais ils s'en fichaient. Tant qu'il y avait des matériaux pour alimenter leur division des métaux précieux qui traitaient et fondaient ce butin horrible. Et ils ont constamment déplacé tout cela. Les nazis comprenaient que le trésor statique était un trésor vulnérable. Ils gardèrent donc leur richesse volée en mouvement, la déplaçant entre différents lieux, la cachant dans des endroits où les Alliés ne penseraient jamais à chercher, Des réseaux ferroviaires transportaient des trésors vers de profondes mines de sel à Merkers et Altaussee, en Allemagne et en Autriche. La température stable et l'humidité faible rendaient ces mines parfaites pour stocker des œuvres d'art délicates. Des U-boats transportaient des cargaisons inconnues à travers l'Atlantique vers des destinations qui restent contestées à ce jour. Des navires de surface faisaient la navette entre les territoires occupés. Des sacs diplomatiques déplaçaient des objets de valeur plus petits à travers des frontières neutres. Ainsi, en mai 1941, lorsque le Bismarck quitta rapidement le port pour sa mission, les nazis avaient les moyens, le mobile et l'opportunité infinie de déplacer des cargaisons de grande valeur sur ce qui était alors leur navire de guerre le plus puissant. C'était une série de rencontres brutales de la Kriegsmarine allemande, le Bismarck. Le Bismarck a été mis en service en août 1940 après des années de construction au chantier naval Blohm & Voss à Hambourg. Nommé d'après Otto von Bismarck, le légendaire chancelier qui a unifié l'Allemagne au XIXe siècle, il était le plus grand et le plus puissant navire de guerre jamais construit en Allemagne. Il mesurait plus de 820 pieds de long, pesant plus de 50 000 tonnes à pleine charge. Il avait 8 canons de 15 pouces capables de tirer des obus perforants à plus de 20 miles, une ceinture blindée de plus de 12 pouces d'épaisseur, une vitesse maximale dépassant 30 nœuds, ce qui en faisait l'un des cuirassés les plus rapides en mer. Dans tous les critères qui comptaient pour la guerre navale en 1940, le Bismarck était un véritable monstre.
Mais malgré la propagande, le Bismarck n'était pas en réalité le cuirassé le plus puissant du monde. Le Yamato japonais, alors en construction, serait équipé de canons de 18 pouces sans précédent. Les cuirassés britanniques HMS Rodney et HMS Nelson étaient tous deux armés de canons de 16 pouces plus lourds. En termes de calibre de canon pur, plusieurs navires pouvaient égaler ou dépasser ce que le Bismarck apportait au combat. Ce qui rendait le Bismarck réellement dangereux n'était pas seulement sa puissance de feu brute. C'était la combinaison de la vitesse de la protection blindée, des systèmes de contrôle de tir avancé et de sa mission prévue. Le Bismarck a été conçu pour écraser les Britanniques. Laissez-nous expliquer. Il a été conçu pour le commerce de guerre. Son rôle était de se frayer un chemin dans l'océan Atlantique et de détruire les convois marchands qui maintenaient la Grande-Bretagne en vie. Nourriture, carburant, matières premières, armes et munitions. Le Bismarck devait démanteler tout ce dont les Britanniques avaient besoin pour continuer à se battre, qui circulait à travers l'Atlantique dans des cargos vulnérables avec une efficacité impitoyable. Si le Bismarck pouvait ravager ses convois, s'il pouvait couler suffisamment de navires marchands et disperser le reste, la Grande-Bretagne pourrait être affamée jusqu'à la soumission ou contrainte de négocier. C'était la stratégie allemande. L'opération Rheinübung ou l'exercice du Rhin était le nom de code du plan. Le Bismarck et le croiseur lourd Prince Eugen sortiraient de la mer Baltique, passeraient par le détroit de Danemark entre l'Islande et le Groenland, atteindraient l'Atlantique ouvre et commenceraient à chasser. Les ordres officiels du grand amiral Erich Raeder, commandant de la Kriegsmarine, clarifiaient les priorités. L'objectif du Bismarck n'est pas de vaincre des ennemis de force égale, mais de les retenir dans une action de retardement, tout en préservant sa capacité de combat autant que possible afin de permettre au prince Eugen de s'attaquer aux navires marchands du convoi. Cela semble assez simple. Un cuirassé puissant s'introduit dans les voies maritimes de l'Atlantique et sème le chaos parmi des marchands sans défense tout en évitant les engagements majeurs avec la Royal Navy. Doctrine standard de la guerre commerciale. Numéro 7. Sauf que plusieurs éléments de l'opération Rheinübung ne s'additionnent pas tout à fait lorsque vous les examinez de près. Tout d'abord, considérez la taille de la force. Juste 2 navires, le puissant Bismarck et un croiseur lourd. Pas de navires de ravitaillement pour étendre leur portée. Pas de destroyers pour la protection et la reconnaissance. Pas d'autres navires capitaux pour un soutien mutuel. Pour ce qui était supposément une mission critique pour étrangler la ligne de vie de la Grande-Bretagne, les Allemands ont envoyé leur navire de guerre le plus précieux dans des eaux hostiles avec presque aucun soutien. Deuxièmement, considérez le timing. L'amiral Günther Lütjens, le commandant de flotte expérimenté, qui dirigerait l'opération Rheinübung depuis le Bismarck, a pratiquement supplié le grand amiral Raeder de retarder la mission. Lütjens voulait attendre que le cuirassé Tirpitz, le sister ship du Bismarck, termine ses essais en mer et rejoigne l'opération. Ou à défaut, il voulait attendre que les croiseurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau terminent leur réparation après leur propre raid dans l'Atlantique. Sortir avec seulement le Bismarck et le prince Eugen était trop risqué, a soutenu Lütjens. Il a dit à d'autres amiraux qu'il ne s'attendait pas à revenir de cette mission. Raeder a refusé de retarder. L'opération devait se poursuivre immédiatement en mai 1940 et indépendamment des préoccupations de Lütjens. Pourquoi cette urgence? Raeder savait que l'opération Barbarossa commence et ils envahissent avec la plus grande force d'invasion de l'histoire de la guerre. La massive invasion allemande de l'Union soviétique était prévue pour le 22 juin 1941. Une fois le front oriental ouvert et l'armée commençant sa marche vers Moscou, la Kriegsmarine deviendrait une pensée secondaire. Toutes les ressources, toute l'attention, toute la gloire iraient à l'armée. Raeder voulait désespérément une grande victoire navale avant l'invasion, quelque chose pour prouver la valeur de la flotte de surface et protéger son budget des coupes. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons pour ce calendrier précipité, des raisons qui n'avaient rien à voir avec la rivalité entre services. Troisièmement, considérer le secret. Même selon les normes de guerre, même pour une opération navale majeure contre un ennemi déterminé, l'opération Rheinübung était inhabituellement classifiée. Seuls des officiers de haut niveau connaissaient l'itinéraire complet. Le Bismarck représente un bon cantique pour les Allemands, c'est sûr. Le Bismarck est aussi capable que tout ce que les Britanniques ont. Certaines zones du Bismarck étaient scellées et interdites d'accès même à la plupart de l'équipage. Certains ordres étaient donnés verbalement pour éviter de créer une documentation écrite. Les officiers du renseignement qui ont examiné les dossiers après la guerre ont noté que les manifestes de cargaison pour le dernier voyage du Bismarck étaient incomplets, inhabituellement vagues.
Le navire transportait apparemment moins de munitions que ce qui serait attendu pour une campagne de pillage à long terme dans l'Atlantique. Réfléchissez à cela un instant. Vous envoyez votre navire de guerre le plus puissant en mission pour détruire le commerce maritime ennemi pendant plusieurs semaines ou mois et vous le chargez avec moins de munitions qu'il pourrait transporter. C'est un choix étrange pour une mission de combat pure, à moins bien sûr que les soutes à cargaison ne soient nécessaires pour autre chose. Une question hante les historiens et les chercheurs navals depuis plus de 80 ans. Les Japonais ont pris d'énormes mesures pour garder le Yamato secret des marines étrangères. La perturbation des convois était-elle le seul but de ce voyage, ou l'opération Rainubung avait-elle des objectifs qui n'ont jamais été consignés dans les dossiers officiels ? Le 18 mai 1940 le Bismarck et le Prince Eugène ont discrètement quitté Gdynia, un port en Pologne occupé sur la mer Baltique. Les Britanniques savaient que quelque chose se préparait. Le renseignement naval avait détecté une augmentation du trafic radio provenant des unités de la flotte allemande. La reconnaissance aérienne avait repéré une activité inhabituelle autour des fjords norvégiens où les navires de guerre allemands se réfugiaient souvent. Le cabinet de guerre de Churchill ne savait pas exactement quand ou où le coup allait frapper, mais il savait que le Bismarck se préparait à se déplacer. La tension au sein de l'amirauté était palpable. Le 21 mai, un Spitfire de la Royal Air Force, effectuant une mission de reconnaissance au-dessus de la Norvège, a photographié 2 grands navires de guerre allemands ancrés dans un fjord près de Bergen. L'identification a été confirmée dans les heures qui ont suivi. C'était le Bismarck et le Prince Eugen. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers le commandement naval britannique. L'amiral John Tovey, commandant de la flotte de mer basée à Scapa Flow dans les îles Orcades, a immédiatement commencé à rassembler sa réponse. Il a dépêché le HMS Hood et le cuirassé récemment commissionné HMS Prince of Wales pour intercepter les Allemands s'ils tentaient de sortir par le détroit de Danemark. Le détroit était le passage entre l'Islande et le Groenland qui offrait le chemin le plus direct vers les voies maritimes de l'Atlantique. Le Hood était la fierté de la Royal Navy. Lancé en 1920, il avait passé 2 décennies comme le plus grand navire de guerre du monde, un symbole de la suprématie navale britannique. Mesurant plus de 860 pieds de long et déplaçant plus de 47 000 tonnes, il était magnifique. Le public britannique l'adorait. Mais le Hood avait une faiblesse fatale. C'était un croiseur de bataille, pas un véritable cuirassé. Ses concepteurs avaient sacrifié la protection blindée pour la vitesse. Son blindage de pont n'était épais que d'environ 3 pouces dans des zones critiques. Les plans pour améliorer cette protection avaient été constamment retardés. Lorsque le Hood est parti à la rencontre du Bismarck, il était essentiellement un design de la Première Guerre mondiale face à un adversaire de la Seconde Guerre mondiale. Le Prince of Wales, en revanche, était si nouveau que des entrepreneurs civils étaient encore à bord pour essayer de résoudre des problèmes avec ses tourelles principales. Il avait été précipité en service avant d'être vraiment prêt. Le convoi allemand a quitté la Norvège dans la soirée du 21 mai et s'est dirigé vers le nord puis vers l'ouest, visant à passer par le détroit de Danemark sous couvert de mauvais temps. Les croiseurs britanniques Suffolk et Norfolk patrouillaient le détroit surveillant exactement ce type de tentative de sortie. Dans la soirée du 23 mai, le radar du Suffolk a détecté les navires allemands. La chasse était lancée. La bataille a commencé à 5h52 le matin du 24 mai, dans la lumière grise d'une aube arctique. L'amiral Lancelot Holland, commandant le groupe britannique depuis le pont du Hood, avait ordonné une charge directe vers l'ennemi. Il voulait réduire rapidement la distance, diminuant le temps pendant lequel ces navires seraient vulnérables au feu plongeant. C'était un choix tactique raisonnable, mais cela signifiait s'approcher de Berwan avec seulement la moitié de leurs canons capables de tirer. Les premières salves ont tonné à travers l'eau. Les 2 côtés ont trouvé leur portée avec une vitesse effrayante. Le prince Eugène a marqué un premier coup sur le Hood, provoquant un incendie au milieu du navire. Puis est venu le coup qui a tout changé. À environ 6 heures du matin, moins de 10 minutes après le début de la bataille, une salve des canons de 15 pouces du Bismarck. Cela aide à en faire une plateforme de tir très stable. Elle est capable d'atteindre une vitesse respectable de 29 nœuds. S'est écrasé sur le Hood, au moins un obus a pénétré l'armure de pont du croiseur de bataille et a explosé dans ou près de ses magasins arrière où des centaines de tonnes de munitions étaient stockées. L'explosion a été catastrophique au-delà de l'imagination. Des témoins oculaires sur les autres navires britanniques et allemands ont regardé avec horreur alors qu'une colonne de flammes jaillissait de la partie médiane du Hood, s'élevant à ce qui semblait être des milliers de pieds dans le ciel. Le grand navire s'est brisé sa proue
et sa poupe s'élevant séparément dans les airs alors que le centre cessait simplement d'exister. En 3 minutes, certains témoignages disent moins de 2, le HMS Hood avait disparu sous les vagues avec son équipage de 1418 officiers et marins. Seuls 3 ont survécu à la destruction. 3. La fierté de la Royal Navy, le symbole de la puissance maritime britannique pendant 2 décennies, était parti détruit par un seul coup catastrophique dans l'une des pertes les plus choquantes de l'histoire navale. Le Prince of Wales, désormais face aux 2 navires allemands, seul a poursuivi le combat, mais s'est rapidement retrouvé dans une situation désespérée. Des obus du Bismarck ont frappé le pont, tuant ou blessant presque tout le monde là-bas. Un autre obus a traversé la coque et s'est immobilisé profondément à l'intérieur du navire sans exploser. S'il avait explosé, le Prince of Wales aurait pu rejoindre le Hood au fond. Avec ses canons principaux en panne et des dégâts graves s'accumulant, le cuirassé britannique a lâché de la fumée et s'est retiré. Les Allemands avaient remporté une victoire éclatante. De retour en Allemagne, un matériel de propagande lourd avait été servi. Les Allemands avaient commencé à écraser les Britanniques. Mais la célébration à bord du Bismarck était tempérée par un développement crucial. Pendant l'échange, le Prince of Wales avait marqué 3 hits sur le cuirassé allemand. L'un de ses obus avait perforé des réservoirs de carburant à la proue du Bismarck, provoquant une fuite d'huile persistante et contaminant des réserves de carburant supplémentaires avec de l'eau de mer. Le puissant Bismarck était blessé. Lorsque la nouvelle de la perte du Hood est parvenue à Londres, la réaction a été immédiate et viscérale. Churchill a donné un ordre de 3 mots qui définirait les 3 jours suivants, couler le Bismarck. Ce qui a suivi a été la plus grande chasse navale de la Seconde Guerre mondiale. Tous les navires britanniques disponibles ont été redirigés pour traquer le cuirassé allemand. Cuirassés croiseurs de bataille, porte-avions croiseurs, lourds croiseurs, légers, destroyers. Des navires ont été retirés de leur mission d'escorte de convois de la Méditerranée de tous les coins de l'Atlantique. La fierté de la Grande-Bretagne exigeait vengeance et la nécessité stratégique était tout aussi urgente. Le Bismarck ne devait pas atteindre l'Atlantique ouvert et commencer à détruire des convois. Tout au long du 24 mai et jusqu'au 25 mai, des croiseurs britanniques ont maintenu le contact avec le Bismarck le suivant à travers le brouillard et la pluie rapportant sa position. Mais pendant la nuit du 24 au 25 mai, le navire allemand a réussi à s'éclipser. Pendant 31 heures agonisantes, les Britanniques ont complètement perdu le contact. Le Bismarck avait disparu dans l'immensité de l'Atlantique. Il se dirigeait vers la France, vers le port de Saint-Nazaire, où il pourrait entrer en cale sèche, réparer ses dommages et se préparer à de futures opérations. S'il atteignait le parapluie protecteur de la couverture aérienne de la Luftwaffe s'étendant depuis la côte française, il s'échapperait probablement. Les Britanniques cherchaient désespérément, mais l'Atlantique était vaste et un seul navire même, un grand, est facile à perdre. Les officiers d'état-major de l'amirauté déplaçaient des marqueurs sur des tableaux de traçage essayant de deviner où le Bismarck pourrait se diriger. Revenait-il en Allemagne par le détroit de Danemark, se dirigeait-il vers la Norvège ou filait-il vers le sud pour la France ? Chaque option devait être couverte et il n'y avait pas assez de navires pour toutes les couvrir. La percée est survenue le matin du 26 mai. Un hydravion Catalina opérant depuis l'Irlande du Nord, piloté par un officier britannique avec un observateur naval américain aux commandes, a repéré une nappe de pétrole sur les eaux grises de l'Atlantique. En la suivant, ils ont trouvé le Bismarck à environ 700 milles nautiques au nord-ouest de Brest. Le soulagement à Londres était immense, mais la célébration était prématurée. Le Bismarck filait toujours à bonne vitesse vers la France. Les cuirassés britanniques étaient trop éloignés pour l'attraper avant qu'il n'atteigne la sécurité. Si quelque chose ne ralentissait pas sa course, il s'échapperait. Le seul espoir reposait sur le HMS Ark Royal, un porte-avions en route depuis Gibraltar avec la force H. L'Ark Royal transportait des bombardiers torpilleurs, swordfish, des biplans recouverts de toiles qui semblaient appartenir à la guerre précédente. Lents, maladroits et apparemment désespérément obsolètes, les swordfish étaient néanmoins les seuls avions disponibles avec la portée et les armes nécessaires pour frapper le Bismarck. Tard dans l'après-midi du 26 mai, dans des conditions météorologiques dégradantes, avec des mers montagneuses et des vents proches de la tempête, 15 swordfish ont été lancés depuis le pont en mouvement de l'Ark Royal. Les conditions étaient terribles pour voler. Plusieurs avions ont failli s'écraser au décollage alors que la proue du porte-avions montait et descendait de 60 pieds à chaque vague. Mais les pilotes ont continué se dirigeant à travers la tempête vers leur cible. La première attaque s'est terminée dans l'embarras lorsque les swordfish ont attaqué par erreur le croiseur britannique Sheffield, leur nouveau détonateur magnétique tombant en panne dans les fortes vagues.
Aucun dommage n'a été causé, heureusement, mais un temps précieux a été perdu. Une seconde attaque a été lancée à l'approche de l'obscurité. Cette fois, les pilotes ont trouvé la bonne cible. Les canons anti-aériens du Bismarck ont rempli le ciel de traçantes et de flaques. Ces batteries principales ont tiré dans l'eau pour créer d'énormes gerbes d'eau capables d'abattre un avion du ciel. Les petits swordfish ont traversé tout cela descendant à la hauteur des mâts pour libérer leurs torpilles. 2 hits ont été marqués. L'un a frappé la ceinture blindée au milieu du navire et n'a causé qu'une légère inondation. L'autre, par un pur coup de chance, a touché la poupe du Bismarck à l'arrière du navire. La torpille a frappé les gouvernails. L'effet a été dévastateur. Le gouvernail bâbord s'est bloqué à un angle de 12 degrés. Malgré tous les efforts de l'équipage contre inondation, utilisation différentielle des hélices même en envoyant des plongeurs par-dessus bord dans les mers agitées, ils n'ont pas pu débloquer la direction. Le puissant Bismarck ne pouvait plus contrôler sa route. Le Bismarck ne devait pas vaincre des ennemis de force égale dans un engagement total mais les retenir dans une action de retardement. Il ne pouvait que naviguer en cercle lent impuissant. Cette nuit-là, l'amiral Lütjens a envoyé son dernier message au commandement naval allemand. « Navire immobile, nous nous battrons jusqu'à la dernière balle. Vive le Führer. Les Britanniques se rapprochaient. Des destroyers ont harcelé le Bismarck toute la nuit, privant son équipage de tout repos, lançant des attaques de torpilles dans l'obscurité. Lorsque l'aube s'est levée, le 27 mai, la fin était inévitable. 2 cuirassés britanniques ont émergé de la matinée grise, le HMS King, Georgetown France et le HMS Rodney. Ils se sont approchés à portée de tir et ce qui a suivi n'était pas une bataille, c'était un massacre. Incapable de manœuvrer, le Bismarck était une cible immobile. Il a d'abord riposté sa première salve frôlant le Rodney avec une précision impressionnante. Mais en quelques minutes, les obus britanniques ont commencé à trouver leur cible. La superstructure a été systématiquement démolie. Des incendies ont éclaté dans tout le navire. L'amiral Lütjens, le capitaine Ernst Lindman et la plupart des officiers supérieurs ont été tués lorsque des obus ont frappé le pont et les zones de commandement. Pendant plus d'une heure, le Rodney et le King George V ont pilonné le Bismarck handicapé à des distances parfois inférieures à 2 miles. Les Britanniques ont tiré plus de 700 obus de leur batterie principale. Des témoins oculaires ont décrit des scènes de dévastation totale. Le navire a été transformé en ruine fumante. Des hommes ont été vus sautant à la mer. À bord du Rodney, un aumônier aurait supplié les officiers supérieurs d'arrêter le feu, qualifiant ce qu'ils étaient en train de voir de meurtre plutôt que de guerre. À 10 heures du matin, tous les canons du Bismarck s'étaient tus. Le croiseur HMS Dorsetshire s'est approché pour terminer le travail avec des torpilles. Que le coup final soit venu de ces torpilles ou des charges de sabordage posées par l'équipage survivant a été débattu pendant des décennies. Quoi qu'il en soit, à 10h40, le 27 mai 1940, le Bismarck s'est retourné et a coulé. Plus de 2000 marins allemands sont morts. Le Dorsetshire a commencé les opérations de sauvetage, mais lorsqu'une alarme de sous-marin a été déclenchée, les navires britanniques sont partis laissant des centaines d'hommes dans l'eau. Seuls 114 ont survécu. Pendant 48 ans, le Bismarck est resté indérangé au fond de l'Atlantique, à 3000 de profondeur dans l'obscurité éternelle. En juin 1989, le docteur Robert Ballard, l'océanographe qui avait découvert le Titanic, a localisé l'épave à environ 600 miles à l'ouest de Brest en France, reposant droit à une profondeur de près de 16 000 pieds. Ce que Ballard a trouvé était remarquable. Malgré le bombardement brutal, la coque était largement intacte. Le pont en teck était encore visible. Les canons secondaires restaient montés. Le navire s'était enfoncé dans les sédiments jusqu'à la ligne de flottaison. Les tourelles principales manquaient. Elles étaient tombées pendant la descente, mais autrement, le Bismarck était extraordinairement préservé. Les haut-parleurs du Bismarck, où ils révèlent enfin tous les détails de leur mission à l'équipage. L'équipe de Ballard a noté que certaines sections de la coque semblaient plus renforcées que ce que les exigences de combat nécessiteraient et que des compartiments scellés dans les ponts inférieurs restaient complètement inaccessibles. Le gouvernement allemand a immédiatement revendiqué l'épave en tant que propriété souveraine et l'a déclarée tombe de guerre. Leur déclaration a défini toutes les explorations ultérieures. Les excursions de plongée à l'intérieur de l'épave ainsi que les tentatives de récupération nécessitent le consentement du gouvernement fédéral. Cela a été catégoriquement refusé. En 2002, James Cameron a dirigé une autre expédition utilisant des ROV avancés avec des caméras haute définition. Son équipe a documenté l'extérieur de manière sans précédent et a confirmé que le navire avait été gravement endommagé par le feu britannique mais qu'il avait été achevé par un sabordage.
Ils ont également noté les sections renforcées et les zones scellées qui restaient inaccessibles. 3 décennies d'expédition ont minutieusement documenté l'extérieur. La cause du naufrage est établie, mais l'intérieur, les compartiments de stockage avant les cales inférieures, les espaces scellés n'ont jamais été explorés. Aucun inventaire de la cargaison n'a jamais été réalisé. Les questions restées sans réponse en 1940 et 1 restent sans réponse aujourd'hui et certaines étrangetés dans les archives historiques dont chez LDTC n'ont jamais été expliquées. Les manifestes de cargaison incomplets que les officiers de renseignement ont notés après la guerre. Le secret inhabituel entourant une mission de pillage de convoi censée être simple. La classification de certains documents liés au Bismarck pendant des décennies, bien plus longtemps que les dossiers opérationnels standards. Le gouvernement allemand n'a jamais clarifié aucune de ces anomalies. Mais parlons de ce que nous savons sur ce que les nazis ont réellement fait de leurs richesses pillées. Parce qu'ils l'ont absolument déplacé constamment jusqu'au dernier jour de la guerre. Et les méthodes qu'ils ont utilisées sont directement pertinentes aux questions entourant le Bismarck. Le Bismarck est vraiment le navire de guerre le plus puissant jamais construit par la nation allemande. Les ratlines étaient des routes d'évasion organisées pour les nazis fuyant l'Europe après la guerre. 2 réseaux principaux opéraient l'un à travers l'Espagne vers l'Argentine, l'autre à travers Rome et Gênes vers l'Amérique du Sud. Ces lignes de rats ne déplaçaient pas seulement des personnes. Elles déplaçaient de l'argent, de l'or et des actifs de toutes sortes. Adolf Eichmann, l'architecte de l'Holocauste, s'est échappé en Argentine en 1950. Joseph Mengele a fui au Brésil. Klaus Barbie a été trouvé en Bolivie. Franz Stangl a été découvert au Brésil. Les historiens estiment qu'entre 5 000 et 10 000 anciens nazis ont réussi à fuir l'Europe par les lignes de rats, beaucoup portant des actifs significatifs. Les preuves des U-boats sont tout aussi convaincantes. Au moins 2 sous-marins allemands ont atteint l'Argentine après la fin de la guerre. Le U-530 s'est rendu à Mar del Plata le 10 juillet 1945. Son équipage n'avait pas de documents d'identité. Le capitaine avait jeté ses journaux pendant le voyage. Le U-977 s'est rendu au même port le 17 août après un voyage de 99 jours depuis la Norvège. Les 2 équipages ont été interrogés sur le transport d'or ou de trésors. Aucun n'a fourni de réponse satisfaisante. En 2018, l'épave du U-3523 a été découverte au large du Danemark. Pendant 70 ans, des rumeurs avaient persisté selon lesquelles ce sous-marin avancé s'était échappé avec de l'or nazi. La découverte a prouvé qu'il n'avait jamais quitté les eaux européennes, mais sa cargaison reste inconnue. Pendant ce temps, sur Terre, les Alliés ont découvert d'énormes trésors alors que l'Allemagne s'effondrait. La mine de sel Merkes en Thuringe a été capturée par les forces américaines en avril 1945. À l'intérieur, ils ont trouvé plus de 520 millions de dollars en barres d'or, en devises et en œuvres d'art, les réserves de la Reichsbank cachées sous terre. La mine de sel d'Altaussee en Autriche contenait plus de 12 000 pièces d'art pillées, y compris des chefs-d'œuvre de Vermeer, Michel-Ange et de nombreux autres. Les nazis avaient prévu de détruire l'ensemble de la collection plutôt que de laisser les Alliés la récupérer. Seule l'action héroïque de mineurs locaux a empêché la détonation des charges de démolition. Ces découvertes étaient stupéfiantes. Pourtant, malgré la récupération de milliards d'actifs volés, le bilan complet reste incomplet. La Commission pour la récupération d'art estime que plus de 100 000 pièces d'art pillées par les nazis n'ont jamais été restituées à leurs propriétaires légitimes. Environ 37 milliards de dollars en actifs volés selon les estimations modernes restent non comptabilisés. Une partie de ce trésor a été blanchie par le biais de banques suisses et a depuis été dispersée dans le commerce légitime. D'autres ont été cachés dans des collections privées à travers l'Amérique du Sud, changeant de main discrètement au fil des décennies. Certains ont été détruits dans le chaos des derniers mois de la guerre, perdus à jamais dans des bombardements ou des démolitions délibérées. Et certains, un nombre croissant d'historiens le croient, ont coulé avec des navires. Et le Bismarck pourrait en faire partie. Qu'en pensez-vous à la prochaine fois ?